Ce soir, une fois encore, je suis enrobé. Pourtant, dans mon point, je n'en ai point. Enfin, que s'est-il donc passé pour qu'ainsi accoutré, je vienne vous ennuyer? Je vois déjà dans l'assistance certains yeux se fermer. De grâce, attendez un instant avant de sortir vos oreillers. Tout a commencé un soir d'octobre. Vous savez, l'une de ces tristes soirées où l'on écoute la pluie tomber, en laissant progressivement la fatigue se distiller. Un brusque coup de vent, et une pensée est venue me heurter. Bien jolie d'ailleurs, entre mauve et bleuté. Mais le pot en terre cuite m'a complètement assommé. Vous excuserez, j'espère, ces lignes maladroites que ma plume m'a dictées. Donc disais-je, l'embonpoint n'est pas une condition suffisante pour porter la robe. Car si l'amplitude de notre vêtement a la bienséance de dissimuler nos rondeurs, les seuls bourrelets ne permettent pas d'exercer impunément. Non, d'abord avant la robe, il y a la plume, ou plus exactement le stylo, le crayon, avec lequel on gratte et on gratte. Avant de vêtir ce long habit noir, on apprend à bien gratter, parfois même plaider. Si je suis mon raisonnement, un avocat est avant tout un bon gratteur. Le médecin ausculte, diagnostique et soigne. L'ingénieur conçoit, réalise et produit. Le commercial persuade, flatte et vend. Le notaire, sujet sensible. Et l'avocat gratte, plaide et convainc. Pour une rentrée, c'est léger, léger comme une plume. Mais c'est ainsi. Nos armes sont les plus légères qui existent, un vêtement noir et une plume. Je ne connais pas beaucoup de militaires qui s'en contenteraient. Songez donc. Un livre blanc qui recommanderait la formation de bataillons d'avocats. Et pourtant, le droit remplace la force, l'accompagne et la restreint. La plume impose sa loi, même là où règne la loi du plus fort. Les conventions de Genève, la Cour pénale internationale, ne sont-elles pas de magnifiques exemples de l'hégémonie de la plume ? Progressivement, l'homme de robe grignote et s'accapare des champs laissés au dangereux bon vouloir de quelques-uns. Doucement, mais sûrement, il vient régenter, contrôler et dicter des règles afin que la civilisation ne soit pas qu'un concept galvaudé par des siècles de colonisation inique. Chaque jour, derrière nos escarmouches, nos mesquineries et nos taquineries, nous partageons un dessein commun. Un objectif qui nous transcende et nous accompagne depuis le premier jour de notre serment. Sans doute n'en avons-nous pas une confiance pleine et entière, mais c'est bien là, tapis quelque part entre les soucis et la fatigue. Comment décrire cette lueur qui ne s'éteint jamais et brille imperceptiblement sous chaque robe ? Non, ce n'est pas qu'un voleur dont la fortune consiste à piocher dans celle des autres. Non, ce n'est pas qu'un violent dont les poings remplacent les mots. Non, ce n'est pas qu'un raté, incapable de payer son loyer et ses traites. Non, ce n'est pas qu'un assassin qui ôte la vie et se prend pour Dieu. La vindicte populaire vilipende tel et tel, comme étant responsable des dysfonctionnements de la société. La justice condamne des individus en fonction de leur propension à persister dans leurs errances ou en raison de la gravité de leurs crimes. Nous voyons des hommes, des femmes et des enfants. Derrière le dossier, la procédure, le casier, bref les papiers, se cache une humanité. Voilà les termes de notre sacerdoce. Bien évidemment, nous gênons, nous incommodons et souvent indisposons. On nous appelle les baveux, les bavards. Et il n'est pas rare d'entendre cette sempiternelle réflexion. Comment faites-vous pour défendre des gens comme ça ? Que répondre ? Comment expliquer que derrière la légèreté apparente du vêtement se cache la lourdeur de la tâche ? Cette petite robe noire exhale parfois une puanteur que nous ignorons, il est vrai. Mais enfin, reprocherait-on à un médecin de s'occuper d'un malade à l'hygiène déplorable ? Notre plume, notre voix est au service du justiciable. Celui-ci, ignorant des arcanes du droit et de la justice, nous utilise pour que sa version, sa vision, soit écoutée et prise en compte. Le style, les effets de manche, l'obséquiosité n'ont qu'un but, amener le magistrat à réaliser le point de vue de notre client. Je me rappelle un professeur qui avait défini la littérature par le biais d'une allégorie. Un mendiant aveugle dans le métro ne gagnait pas un sou. Un poète passa non loin, écrivit sur son petit carton « Demain, le printemps viendra et je ne le verrai pas. » L'escarcelle du pauvre homme se remplit presque instantanément. Ce poète était avocat, je crois,
Sa plume était au service de l'intérêt d'un autre dont l'humanité était négligée par la masse. Mais alors, y a-t-il une différence entre l'homme de lettres et l'homme de robe? Ou sommes-nous une variété de ce que l'on appelle communément des littéraires? À mon sens, l'homme de robe est avant tout un lettré, un littéraire qui a concentré ses études sur la justice. Il est même un de ces fameux gardiens indispensables à la République idéale de Socrate, un aristocrate tout à la fois prolixe et taciturne, avenant et sauvage, compatissant et cruel. Bien sûr, nos vies en pâtissent. Nous affrontons de plein fouet les orages et les tempêtes qui assombrissent tout à chacun. Le métier d'avocat n'est pas si distant de celui de marin. Nous partageons l'opiniâtreté et la rudesse des sentiments. Nous tendons une main bienveillante à des âmes en peine qui se noient dans leurs problèmes. Nous tentons de ramener à bon port des gens perdus, confus, et quelquefois proches de commettre l'irréparable. Sans tambour ni trompette, sans vénalité ou quête de gratitude. J'entends pourtant certains qui voudraient nous réduire à des juristes pointus et transformer notre profession en une sorte d'expertise sur tel ou tel aspect de la législation. Il faudrait que nous suivions la loi économique, selon laquelle l'efficacité du travail passe par la spécialisation des tâches. L'unité du métier d'avocat serait compromise. Il n'y aurait plus que des avocats compétents dans des domaines très précis. La loi serait fractionnée. Nos traditions et notre éthique finiraient par dépérir. Il faut leur dire à ces économistes, nous n'abandonnerons ni notre robe, ni notre plume. Et j'aimerais leur rappeler pour terminer les mots d'un lettré, Paul Éluard. C'est la chaude loi des hommes. Du raisin, ils font du vin, du charbon, ils font du feu, des baisers, ils font des hommes. C'est la dure loi des hommes, se garder intact, malgré les guerres et la misère, malgré les dangers de mort. C'est la douce loi des hommes, de changer l'eau en lumière, le rêve en réalité et les ennemis en frères. Une loi vieille et nouvelle qui va se perfectionnant du fond du cœur de l'enfant jusqu'à la raison suprême.